Comment financer l'économie sociale et solidaire et la transition de l'économie tout entière, en particulier en cette période de crise budgétaire? C'est la question qu'on se pose quelques jours après la première conférence des financeurs de l'ESS qui s'est tenue à Bercy. Et c'est aussi un énorme défi, celui que s'est lancé Bastien Sibylle. Il était venu l'an dernier sur cette émission, sur ce plateau chez Mediatico, pour nous parler du lancement de l'opération Milliard, avec une ambition, lever 1 milliard d'euros pour financer la transition juste de l'économie. Bonjour à vous, Bastien Sibylle. Bonjour. Alors Bastien, vous êtes donc le président de l'opération Milliard, c'est une association aujourd'hui. Vous êtes aussi le secrétaire général de Copéfer, vous êtes cofondateur des Licornes avec 2 O, de Mobicop avec 2 O comme dans le monde coopératif évidemment. Et vous avez fait partie la semaine dernière des 60 invités triés sur le volet par le ministre de l'économie, Éric Lombard, pour cette première conférence des financeurs de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous avez compris de l'ambition du gouvernement avec cette première réunion? Écoutez, je pense que c'est un moment qui est important puisque le gouvernement vient poser la question de façon collective et puis publique du financement du secteur de l'ESS. Mais on sait que le financement de l'ESS ne va pas bien. Alors, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que dans ce contexte-là, moi, ma première pensée, et c'est ma première pensée en tant qu'ancien dirigeant et créateur de coopératives, elle va vers les hommes et les femmes qui conduisent des opérations dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et qui sont en difficulté financière. Il faut savoir ce que c'est que d'avoir une trésorerie fléchissante, avoir vécu au fond de son ventre ce que c'est que se poser la question de devoir procéder à des licenciements pour comprendre tout le sérieux que cette question doit revêtir. Et moi, je suis entré dans cette salle qu'a convoquée Éric Lombard avec, au plus profond de moi-même, je dirais, l'intensité de ces souffrances financières. Et j'emploie ce terme souffrance à dessein parce que quand vous conduisez une action économique, que vous conduisez des hommes et des femmes à travailler tous les jours pour résoudre un problème social et écologique, le fait de vous dire que pour des questions de financement, vous n'allez pas pouvoir mener cette action à son terme et dans les conditions qui devraient être celles de sa conduite, c'est une souffrance. Alors, une fois que j'ai dit ça, je salue l'initiative du gouvernement. Toute initiative visant à résoudre ces problèmes de financement est une bonne initiative. J'appelle à ce que cette initiative soit conduite avec le plus grand sérieux, un sérieux qui soit à la mesure de la souffrance financière des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Or, à ce jour, je n'ai pas entendu une méthode, un pilotage et des moyens, puisqu'il faut des moyens pour mener ce genre de discussion financière qui me permettent de dire oui, c'est bon, avec cette méthode, ce pilotage et ces moyens, nous allons réussir à répondre aux difficultés financières du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ce serait quoi la bonne méthode ? Alors, je pense qu'une bonne méthode, c'est d'abord une méthode qui permet à l'ensemble des acteurs de se positionner pour converger vers un discours commun. C'est-à-dire que... Alors, ils se sont positionnés quand même lors de cette réunion. Chacun a plaidé pour sa chapelle en disant « dans notre secteur, voilà les problèmes. Dans notre secteur, voilà comment on a besoin de tel ou tel type de financement. Voilà comment on pourrait développer nos investissements. » Donc chacun a plaidé pour soi. Oui, donc vous voyez, ceci n'est pas une méthode. Une méthode, précisément, permet à un ensemble d'acteurs de réunir leurs constats, leurs diagnostics, de réunir l'intelligence qu'ils ont pour les réponses qu'on peut mettre en face de ces constats et ces diagnostics, et de faire naître une solution commune. Une solution commune demande que les paroles soient articulées.
Une succession de paroles n'est pas une articulation qui permet de constituer. Donc, vous voyez, est-ce que ce n'est pas un travail qui va se faire ensuite en cabinet, en attendant la prochaine réunion qui aura lieu après l'été, mais c'est vague. C'est absolument ce que je souhaite et c'est tout à fait ce à quoi je m'engage à participer. Il faut être constructif et nous travaillerons avec le gouvernement de façon à ce qu'on puisse obtenir cela. Je dis juste que pour y arriver, il faut que la méthode soit communiquée, il faut que la façon dont les discussions vont être menées soit travaillée, qu'elle soit travaillée sérieusement et que nous en ayons connaissance pour pouvoir nous y préparer. Et je crois vraiment que le terrain mérite que la méthode soit top niveau, pardonnez-moi de le dire, mais on a besoin de quelque chose de top niveau, de façon à ce que l'ensemble des acteurs puissent exprimer ce qu'ils ont de meilleur à exprimer pour financer le secteur de l'ESS. Je voudrais rappeler ce que ce secteur a de névralgique pour notre pays, névralgique, et à quel point les financements dont on parle sont des financements importants. On parle de plusieurs milliards d'euros. Cela ne s'invente pas en quelques semaines sur un coin de table. On a besoin de sérieux dans la façon dont nous menons ces discussions. Il y a la méthode. Et puis, il y a la tonalité. Comment vous avez senti le discours du ministre de l'économie et de la ministre déléguée à l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce que toutes les options sont sur la table ou pas vraiment? Alors, les ministres sont à l'écoute puisqu'ils nous ont proposé de participer à une discussion. Maintenant, le contexte de cette écoute, il faut bien le dire, est très préoccupant. Ce contexte, c'est la petite musique gouvernementale et parlementaire, puisqu'on sort d'une séquence parlementaire autour du projet de loi de simplification, qui était une séquence extrêmement dure pour notre secteur. Puisqu'on y a parlé de supprimer plusieurs instances représentatives de l'ESS. Absolument, absolument. On y a parlé, je me permets de le dire, à tort et à travers, puisque il y a eu des amendements, par exemple, pour supprimer l'ESS France, ce qui est absolument impossible. C'est une association 1901, donc ceci n'avait aucun sens à aucun moment. Mais la petite musique qui entoure cette conférence des financeurs, c'est que l'État nous gratifierait déjà de 16 milliards d'euros. Absolument. Éric Lombard vous dit, mais oui, mais enfin, on vous donne déjà 16 milliards par an pour financer les actions de l'économie sociale et solidaire. C'est beaucoup. Alors, c'est effectivement ce qu'on entend à différents... Ça vous énerve, vous l'avez dit sur les réseaux sociaux. À différents endroits. C'est pas que ça m'énerve. Ça faisait que m'énerver, ce ne serait pas bien grave. Non, le sujet est beaucoup plus grave que cela. Ces 16 milliards d'euros ne sont pas... une forme de charité qu'on nous apporterait. C'est une façon de payer des actions aussi importantes que la santé de nos enfants, la santé de nos seniors, des systèmes de prise en charge de personnes en vulnérabilité, un ensemble de choses qui font que la société tient. Ce que l'ensemble des associations françaises, ce que l'ensemble des coopératives françaises, ce que l'ensemble des mutuelles françaises, ce que l'ensemble des entreprises sociales françaises font, c'est qu'elles font tenir la société et la démocratie. Et le prix que l'État paie pour cela, c'est 16 milliards, puisque c'est le chiffre qu'on nous communique. Je dis la chose suivante. Premièrement, ce n'est pas cher payé. Deuxièmement, ce n'est pas de la charité. C'est ce qui permet à la société de tenir et donc au gouvernement de mener son action. Donc la musique qui consisterait à dire « vous avez déjà cela » est particulièrement insupportable et nous venons parler de financements qui permettent à la société de tenir et nous voulons être reçus avec le sérieux lié à cette question et si possible, du coup, sans petite musique. Est-ce qu'il y a un malentendu entre l'État et l'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est d'ailleurs peut-être même un malentendu un peu récurrent? Écoutez, d'abord, l'État n'est ni monolithique, ni constant dans ses engagements. L'État répond à des injonctions gouvernementales, lesquelles suivent un processus démocratique dans lequel le peuple français est invité à élire ses représentants. Donc aujourd'hui, les politiques gouvernementales sont contraintes par l'état des forces au Parlement.
Donc, bien sûr, cela dit des choses de la façon dont aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de la solidarité, qui est une économie proche des questions de transition écologique et sociale, de la façon dont cette économie peut être considérée par le gouvernement. Donc on est dans une séquence particulière, on doit la prendre en compte, bien sûr. Pour nous, il s'agit de travailler avec l'État et le gouvernement. C'est un partenaire central. Donc nous sommes en appui. Par contre, ce que nous voulons, c'est être reçus avec la qualité de ce que nous déployons pour l'État et pour la société. Alors, on a besoin d'argent pour développer l'économie sociale et solidaire, pour la développer, peut-être même ne serait-ce que pour la préserver, parce qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sont en danger financier. Vous avez lancé, Bastien Sibylle, voilà juste un an, l'opération Milliard, pour lever donc 1 milliard d'euros pour financer la transition juste de l'économie. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, un an après ? Écoutez, les choses ont beaucoup avancé. Et donc, d'abord, mon premier mot au moment de faire ce petit bilan annuel avec vous, et je vous remercie pour votre invitation. Mon premier mot, il va vers l'équipe, bien sûr, et notamment notre délégué général, Violaine Pierre, qui fait un travail remarquable. C'est combien de personnes l'équipe d'Opération Milliard aujourd'hui ? Alors, écoutez, il y a aujourd'hui une centaine de personnes qui sont impliqués au quotidien, mais le gros des troupes sont des troupes bénévoles, puisque nous sommes une action de plaidoyer, une action de représentation d'une certaine vision financière, et que donc cette action est pour l'essentiel menée par des gens qui s'engagent et non pas par des gens salariés. Mais on a des moyens d'action qui nous sont notamment apportés par la Fondation de France, et je voudrais en profiter pour remercier la Fondation pour la qualité de son engagement à nos côtés. Et puis donc je reviens aux personnes auxquelles je veux d'abord adresser ces remerciements. Et puis c'est pas la question de remercier, mais c'est plutôt de dire à quel point moi je suis vraiment très impressionné par le travail qu'elle réalise. Il y a 3000 personnes qui donnent de leur temps pour essayer de comprendre ce que sont les besoins financiers des organisations de la transition juste. C'est remarquable. C'est remarquable que dans notre pays, il y ait autant de forces vives qui sont prêtes à travailler une question qui, vous me concéderez ce point, est une question qui peut paraître un petit peu aride. Quelles sont les difficultés financières que rencontrent les associations, les coopératives, les mutuelles, les entreprises sociales dans leurs actions de transition juste. Et donc, ces 3000 personnes ont réussi par un ensemble d'actions à constituer un récit commun sur ce qu'ils souhaitent financer comme opération, à constituer une vision précise des besoins de financement. Nous avons sondé plus de 800 organisations, toutes familles confondues, sur leurs besoins de financement, ce qui nous donne aujourd'hui des données et une lecture très précise de ces besoins qui est très rare, voire même, à ma connaissance, qui est unique. C'est, je crois, la première fois qu'une force civile se dote d'une capacité de connaissance des besoins financiers du secteur. Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes une association. Et donc, voilà. Donc, ces travaux, aujourd'hui, nous permettent d'avoir constitué une force, puisque nous sommes plus de 3000, et de l'avoir doté d'éléments de vision de la transformation financière qu'il faut opérer pour que nous accédions à ces capacités financières d'une façon qui nous permette de travailler. Et alors, qu'est-ce que vous retirez de ce travail collectif ? Quels sont les besoins de financement ? Est-ce qu'on parle de chiffres ? Est-ce qu'on parle de secteurs ? Est-ce qu'on parle de projections à long terme, à moyen terme, à court terme ? Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, ces 800 organisations, il se trouve, mais alors là, c'est vraiment, c'est comme ça, écoutez, c'est un peu un hasard. Quand nous, on a lancé l'opération Milliard, il faut bien comprendre que quand on a dit milliards, on voulait surtout exprimer une intention. C'est pour
taper du poing sur la table. C'était pour dire... Vous avez dit sur ce plateau, nous ne sommes pas des nains. Nous représentons 10% du PIB, 14% d'emplois privés. Nous devons prétendre à des milliards de financements. Donc je pense qu'effectivement, ce que nous apportons à la société est sous-financé par rapport à ce que nous faisons. Et donc le milliard était une façon de dire cela. Une façon de dire, écoutez, c'est pas quelques millions d'euros de ce dont on se parle. Là, c'est vraiment de comment est-ce que la société tient, en fait. Donc on a besoin d'argent. Maintenant, il se trouve que par une petite plaisanterie de l'histoire, en sondant ces 800 organisations, on tombe sur un besoin de financement concret aujourd'hui de 1,4 milliard d'euros. Bon. Vous avez eu du nez. Écoutez, je ne sais pas si c'est... Sur le chiffrage. Si c'est du nez, ou en tout cas, si c'est le hasard. En tous les cas, c'était bien positionné. Voilà, c'était bien positionné. Donc, ce que ça montre surtout, et c'est ça qui est important, c'est que les besoins de financement sont massifs. Ils sont massifs et ils concernent beaucoup des enjeux de trésorerie. Et là, j'insiste là-dessus, parce que la trésorerie, c'est ce qui fait qu'une organisation se casse la figure. D'accord ? Donc, quand on n'en a pas, on dépose le bilan. On dépose le bilan, alors que ça peut fonctionner par ailleurs. Le modèle économique peut être fonctionnel. Donc là, on a un problème de court terme pour un certain nombre d'organisations. Et je le dis à nouveau avec intensité ce matin, c'est que nous avons besoin de ces organisations pour que le lien social, le lien écologique soit fonctionnel. Et il y a des organisations qui aujourd'hui sont en danger. Donc là, il y a urgence. Donc ça, c'est un premier... Alors, juste quand même, le besoin de trésorerie, il naît du décalage du versement des subventions et de l'incompréhension du secteur bancaire vis-à-vis des modèles économiques de l'économie sociale et solidaire, qui hésite donc à apporter la trésorerie suffisante en période de difficulté. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, effectivement, merci de rentrer un petit peu dans le détail, le problème de trésorerie, il naît de décalage dans la perception de l'argent. Et ça permet de dire qu'on est passé d'un modèle de subvention qui subventionnait les organisations par rapport à ce qu'elles amenaient à des subventions par projet. Et donc ça pose des soucis très concrets à ces organisations qui n'ont plus la vision sur le moyen terme de leur action. Face à cette modification des ressources, et là on parle notamment des associations, puisque les coopératives ou les mutuelles vont être sur d'autres typologies de cycle économique. Associations qui représentent 80% des structures de l'ESS. Absolument. Et puis, au-delà de ça, surtout, qui représentent, je le disais, ce qui fait que la société fonctionne. Hein. Bon. Donc, face à cela, effectivement, les organisations financières et notamment bancaires doivent inventer des nouvelles façons d'accompagner leurs clients et leurs clientes. Et là, je crois qu'il y a des belles innovations à faire dans une discussion qui soit une discussion de bonne qualité entre les banques et ces acteurs-là. Et c'est tout le sujet de l'opération milliard. Et donc, pardonnez-moi de revenir à la question de méthode du gouvernement, c'est que dans la conférence des financeurs, la méthode doit précisément permettre aux acteurs financiers de suffisamment bien comprendre les difficultés pour être en face. Oui, parce que j'ai envie de dire, finalement, faire bouger les banques sur ce système-là, sur cette question-là, on ne perçoit pas ce besoin-là à partir d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on le sait, qu'elles doivent bouger. Elles ne le font pas. Qui doit les aiguillonner pour bouger ? C'est le ministère. Alors, il y a effectivement un rôle pour la puissance publique. Et donc, écoutez, c'est une bonne nouvelle, réjouissons-nous. L'État peut effectivement faire des choses. Donc, là, on s'est parlé de problèmes de trésorerie. Parlons-nous maintenant un peu de problèmes d'investissement. Nos structures d'économie sociale, notamment nos coopératives, nos entreprises sociales, doivent pouvoir investir. Pour investir, on a besoin de capitaux propres et donc on a besoin d'investisseurs qui viennent renforcer nos fonds propres. Pour renforcer nos fonds propres, vu la typologie de nos activités, on a besoin de garanties qui viennent... pour le dire un peu trivialement, qui viennent rassurer les investisseurs sur le fait que si jamais votre organisation venait
à être en difficulté, ils retrouveraient une partie de leur mise. Or, nos organisations sont globalement moins vulnérables que les entreprises classiques. C'est-à-dire que le taux de chute, le nombre de liquidations est inférieur, quand vous prenez les associations et les coopératives mutuelles, au taux de chute habituel sur le reste du marché. De ce fait, la garantie à laquelle nous cherchons à avoir accès devrait être moins chère. Et elle devrait être moins chère parce que nous sommes moins risqués. Et par ailleurs, elle devrait être moins chère parce que nous apportons beaucoup à la société sur le plan social et écologique, mais par contre, nous dégageons moins de marge financière et que donc, nous avons moins de capacité pour rembourser cette garantie. Donc là où l'État peut effectivement avoir un rôle, et c'est un rôle, d'abord c'est un beau rôle, donc il peut avoir le beau rôle, et pour pas très cher, c'est effectivement de déployer des mécanismes de garantie ou de renforcer des mécanismes de garantie qui sont existants, de façon à ce que cette garantie soit à la fois plus importante en volume et à des conditions d'accès qui correspondent mieux aux besoins du secteur. Donc il y a là un rôle pour l'État et nous sommes en discussion avec lui pour essayer d'obtenir cette amélioration de la garantie pour nos structures. En vous écoutant, je me dis, vous avez déjà un peu fait le boulot de l'État. En écoutant 800 parties prenantes qui vous disent voilà quels sont nos besoins de financement, en chiffrant le besoin de financement, vous ne croyez pas que c'est un travail qu'aurait dû faire l'État précédemment? Et une fois que vous aurez répondu à cette question-là, est-ce que vous êtes prêt à apporter votre connaissance du secteur et ce que vous aurez tiré à Bercy? Écoutez, je vais vous faire une réponse. On est en train de travailler un documentaire sur la mémoire de Claude Alfandéry et j'étais ce matin interviewé dans le cadre de ce documentaire et j'ai une pensée pour Claude Alfandéry au moment où vous me posez cette question. L'un des pères fondateurs de l'ESS. Absolument. Et qui a fondé et présidé France Active pendant de nombreuses années. À aucun moment je me demande si nous sommes en train de réaliser ce que l'État aurait dû faire. Je vois un problème dans la société et nous nous levons pour résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de l'État, nous avons besoin des investisseurs privés, nous avons besoin des organisations qui agissent. Et donc, notre rôle, et Claude a joué ce rôle, et il l'a toujours joué avec un sourire, donc permettez-moi d'être souriant ce matin avec vous. Notre rôle, c'est d'essayer de faire prendre ce dialogue. Et ce qui importe est assez peu qui joue ce rôle, est-ce qu'il conduit à une amélioration pour le financement des organisations sur le terrain. Bel hommage à Claude Alfandéry qui, lui aussi, avait toujours le sourire. Absolument. Merci Bastien pour ça. Quel est votre objectif aujourd'hui avec Opération Milliard? Est-ce que c'est de faire bouger les lignes juridiques? Est-ce que c'est d'obtenir des engagements chiffrés du ministère? Est-ce que c'est comment vous voulez dépoussiérer un petit peu ce système qui est sclérosé et qui ne marche pas? Alors, aujourd'hui, nous avons deux chemins à l'Opération Milliard. Ces chemins mènent à un seul objectif qui est le financement du secteur. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons finir collectivement, notre gouvernance va finir collectivement, démocratiquement, de décider quelle voie nous empruntons. Soit nous déployons en propre un certain nombre de véhicules financiers. Nous le ferons bien sûr en partenariat et avec le soutien d'un certain nombre d'acteurs financiers, que ce soit des banques, des family office qui aussi agissent beaucoup, des organisations publiques de financement, mais nous déploierons des véhicules en propre. Soit nous estimons que notre action sera plus puissante si elle consiste plutôt à s'appuyer sur des véhicules existants pour en leur offrant une voie vers la transition juste, en renforcer l'action. Donc là, il y a une dimension stratégique de ce choix qui est devant nous. Qu'est-ce qui va déterminer ce choix? Et c'est très simplement le positionnement des acteurs. Oui, mais il peut y avoir aussi des questions politiques, il peut y avoir des questions
d'intérêt et de retour sur investissement dans la force de conviction que vous y avez mis, on peut se dire finalement, si c'est un outil en propre, peut-être qu'il ne sera qu'un au milieu d'une multitude et qu'on ne le verra pas. Et peut-être qu'on peut se dire, si vous ralliez des instruments existants, vous allez peut-être noyer votre intention dans des instruments financiers qu'on comprend mal. Alors, c'est effectivement les discussions que nous avons devant nous. Là-dedans, plusieurs choses. La première, nous sommes 3000, et nous sommes 3000 unis dans une intention commune, et avec une qualité de lien, de confiance entre nous qui, sincèrement, est très remarquable. Et donc moi, j'aborde ce temps de décision collective de façon très sereine. Deuxièmement, nous avons très bien travaillé. Et vraiment, je le dis parce que moi j'ai plutôt assisté à ça, j'ai essayé d'y jouer mon rôle, mais c'est les équipes, c'est les bénévoles qui ont fait ça. Le travail qui a été fait est remarquable en termes de constat. Donc nous avons aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour prendre une décision éclairée. Nous sommes en discussion avec plus de 60 organisations financières. Nous avons eu des discussions bilatérales de très bon niveau. Les acteurs sont mobilisés, ils vont se positionner par rapport à ce que nous proposons. Et dans ce dernier moment, vous savez, c'est comme à la fin d'une course, où tout le monde arrive. Tout peut arriver. Tout peut arriver, donc on regarde un petit peu. Mais je suis vraiment certain que ce dernier moment d'articulation va venir sédimenter une structuration de notre approche financière et civile qui sera tout à la fois la bonne et surtout passionnante pour les années à venir, parce que vraiment le travail que nous menons, qui est un travail à la frontière de l'intérêt général, de la finance, du politique, avec une vision de la société, ce travail est un travail non seulement utile, je le crois, mais surtout passionnant pour toutes celles et tous ceux qui y participent. La décision va prendre quelle forme? C'est une assemblée générale que vous réunissez? Oui, nous avons noté. Alors, d'abord, nous avons une conférence que nous tenons au CESE le 13 juin matin. Oui. Donc, ce sera un moment important vis-à-vis de l'écosystème. Et puis ensuite, nous avons un cycle conseil d'administration, assemblée générale, pour que la décision soit collective. Vous avez aussi publié très récemment dans la presse une tribune pour appeler à rallier le mouvement de l'opération Milliard. Qui sont les signataires de cette tribune? Écoutez, alors c'était une tribune qui a été publiée précisément le jour du lancement de la conférence organisée, conférence des financeurs, organisée par le ministre Éric Lombard et la ministre Véronique Louwagie. Ce que nous défendons dans cette tribune, c'est que cette question de l'amélioration de la garantie publique, c'est-à-dire un point qui est un point assez précis, mais qui peut avoir un effet démultiplicateur très puissant sur le financement du secteur. Et là où je pense que les temps sont aussi favorables, il faut être optimiste, c'est que cette tribune a très immédiatement été suivie de signatures auprès de plusieurs sénateurs, de plusieurs députés, d'acteurs importants du financement de notre secteur, que ce soit des acteurs des entrepreneurs qui ont fait des réussites entrepreneuriales importantes, qui ont donc monté des fonds qui leur permettent d'agir sur le plan financier, que ce soit des organisations elles-mêmes financières ou des organisations représentatives. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une conscience collective très vive que les difficultés financières vont être massives et que face à cela, on doit être à la fois précis dans nos constats et nos propositions. La question de la garantie est une question précise et unie pour défendre ses positions. Quel message est-ce que vous passeriez aujourd'hui, Bastien Sibylle, aux citoyens, aux épargnants qui voudraient vous rallier? Écoutez, d'abord qu'ils sont bienvenus pour le faire. Il suffit d'adhérer à l'association? Il suffit d'adhérer, c'est gratuit, on va sur le site, on adhère. Le sujet... je me permets de le dire, n'est pas un sujet d'argent à cet endroit. Le sujet est un sujet d'engagement. On a une société qui est maintenant entrée de plein pied
dans le XXIe siècle. On a un pays et un continent européen qui doit trouver sa position nouvelle face à une donne géopolitique qui, à l'est, est une donne menaçante sur le plan militaire et à l'ouest, une donne menaçante sur le plan économique. Ce moment particulier nous donne un avantage comparatif important si nous savons investir massivement dans ce que nous sommes, c'est-à-dire une terre solidaire, une terre démocratique, une terre qui fait attention aux vulnérabilités. Et si nous savons faire ça, alors nous trouverons notre position dans l'ordre géopolitique plus large. Et donc, toutes celles et tous ceux qui se disent que ces organisations sur le terrain, ces valeurs qu'elles défendent, cette façon que nous avons de faire société doit être défendue et donc doit être soutenue sur le plan financier, sont invités à nous rejoindre pour construire ces capacités d'action avec nous. Donc vous rejoindre, c'est adhérer, et on est d'accord, l'opération milliard, ce n'est pas une opération de crowdfunding, de financement participatif. On ne demande à personne de faire un don de 50 ou de 100 euros, ce n'est pas du tout l'objet. Non, alors pas du tout. C'est-à-dire, l'opération milliard, c'est une association qui vise à amener du financement à un certain nombre d'acteurs. Par contre, l'opération milliard va, c'est ce que je vous disais à l'instant, il est fort probable que l'opération milliard déploie des véhicules financiers. Et là, par contre, sur chacun de ces véhicules financiers, les citoyens seront appelés à contribuer, s'ils le souhaitent, cette fois-ci de façon financière, pour donner une capacité financière. Et si demain, Bercy vous dit « Ok, Bastien, c'est bien, on a compris, on vous suit, c'est quoi votre plan ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, d'abord, je dirais merci et bravo. Forcément. Ensuite, je dirais que le plan, c'est de s'asseoir de façon sérieuse à une table avec quelques acteurs. Nous avons besoin de pouvoir travailler avec la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons besoin de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations, qui a des ressources importantes et qui doit pouvoir œuvrer pour l'intérêt général des territoires. Et donc là, il y a des travaux à mener ensemble. Nous avons besoin de travailler avec la Banque publique d'investissement et notamment, nous avons besoin... BPI France. BPI, etc. Bon, sur un certain nombre d'outils pour ne pas être trop long dans l'analyse financière. Et nous avons besoin que l'État joue son rôle d'orientation des investissements de ces bras armés financiers en demandant à ces organisations de nous suivre dans nos opérations. On a mentionné la garantie. D'ailleurs, aujourd'hui, rien n'est dit sur où cette garantie devrait être logée. Donc, il faut qu'on continue à y travailler. Mais il y a aussi des questions d'investissement propre dans les coopératives. Je pense par exemple que la Caisse des dépôts et consignations doit pouvoir jouer un rôle de soutien aux coopératives beaucoup plus important qu'elle ne le joue aujourd'hui. Donc que l'État joue... Par exemple pour la reprise d'une usine, Vancorex, par exemple, mais absolument, par exemple, pour le soutien à des salariés qui veulent reprendre leur entreprise qui est en train d'être liquidée, pour le soutien à des coopératives d'intérêt collectif qui travaillent sur les questions d'énergie, de circuits courts, etc., qui travaillent sur les territoires, avec les collectivités territoriales. Ça devrait absolument être dans la thèse d'investissement de la CDC. Donc, que l'État, et je crois qu'Éric Lombard est bien placé pour le faire, et je suis sûr qu'il aura l'intelligence de cette écoute-là, en tout cas je l'espère, qui donne une orientation, c'est son rôle, c'est le gouvernement, qu'il oriente ses outils financiers dans le sens de la transition juste dont nous avons besoin. Mais son rôle aussi, on l'a très bien compris aujourd'hui, préparation du budget 2026, c'est de protéger les finances de l'État, de ne pas dégrader davantage le déficit. Est-ce que vos solutions coûtent de l'argent à l'État ? La garantie bancaire, non ? Excusez-moi. Le rôle de l'État, c'est de protéger la société. C'est tout. Sinon, je ne comprends pas quel est son rôle. Donc l'État doit protéger la société, l'État doit protéger la démocratie. Et là-dedans, il y a des capacités d'action financière. Nous avons en France des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien, qui dégagent des résultats extrêmement importants. Jamais le capital n'a été, ou plutôt
jamais la taxation sur le capital versus la taxation sur le travail n'a été aussi en faveur du capital. Donc il y a des gisements de ressources. La question, c'est comment est-ce qu'on oriente l'action, où est-ce qu'on va chercher les capacités financières et comment est-ce qu'on les redistribue. Jusqu'à nouvel ordre. La France est un pays riche. Je veux bien, le gouvernement, le Parlement, qu'on essaye de nous faire croire que la France est un pays qui n'a pas de moyens. Ceci n'est pas vrai. La France a les moyens de faire en sorte que le lien social, que les vulnérabilités, que les processus démocratiques, les libertés civiles soient garantis. Et c'est ça que nous attendons de l'État. Merci beaucoup, Bastien Sibylle, pour cette parole forte. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Opération Milliard. Merci aux moyens d'Impact Production pour la réalisation de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube, vous vous abonnez à Mediatico.fr, le média de l'économie sociale et solidaire. À très bientôt.